Il était une fois, disent en commençant tous les contes. Alice au pays des merveilles, dont il sera question, donc, l'insurpassable livre de Lewis Carroll qui est apparu pour la première fois en 1865, se dispense pourtant d'une telle première phrase. L'évidence de ce que raconte ce récit suffit à installer le lecteur dans le merveilleux absolu de l'enfance. Mais on le sait moins, 20 ans plus tard, donc en 1885, Lewis Carroll a entrepris de réécrire Alice au pays des merveilles sous une forme plus ramassée, plus claire et donc plus vraie à l'intention des tout petits enfants. Et lorsque Carroll donc réécrit pour les tout petits cette histoire devenue déjà très célèbre, eh bien il a recours à la formule que j'évoquais, puisque tout commence ainsi. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Alice, et cette petite fille fit un rêve très curieux. Aimeriez-vous savoir de quoi elle rêva ? Eh bien, voici ce qu'il arriva en premier lieu. Un lapin blanc vint à passer en courant ventre à terre, et au moment même où il allait croiser Alice, il s'arrêta et tira de son gousset sa montre. Je voudrais essayer de m'interroger sur cette foi par laquelle commencent tous les contes. Il me semble qu'elle est le jadis, au sens que donne à ce mot, dans une série de romans récents, l'écrivain français Pascal Quignard. Le jadis, c'est-à-dire, dit Quignard, le temps d'avant le temps, celui qui précède le début, celui qui se tient à la limite du jamais survenu, et qui pour cette raison même ne rencontre pas le passé. Je dirais pour ma part, un passé d'avant le passé, et qui pour cette raison même se trouve soustrait à la tentation de toute nostalgie ou de toute régression. Alors, il y a un exercice critique un peu codé et peut-être un peu vain qui consiste, Borges en a beaucoup usé, à prendre n'importe quel livre dans la bibliothèque et à considérer ce livre pris au hasard comme le commentaire de n'importe quel autre. Voilà ce que je voudrais faire, puisque rien ne m'interdit de tenir le deuxième des volumes de Dernier Royaume de Pascal Quignard comme une série de notes placées en marge de la liste de Lewis Carroll et constituant donc l'interprétation la plus exacte de ce récit, en principe destiné aux enfants. On peut lire, oui, on peut lire sur le jadis comme une collection de remarques qui éclaire la fabuleuse dégringolade enchantée d'une toute petite fille parmi les apparences les plus folles, régressant vers ce temps qui est aussi un lieu, et où le perdu exerce sur l'esprit sa fantastique capacité d'attraction, jusqu'à ce que toute chose, et soi-même parmi ces choses, y fasse l'expérience des transformations les plus insolites, et qu'enfin tout se perde dans un rêve. Quignard écrit « Autre côté et jadis sont le même. Les romans d'enfance, parce qu'ils s'installent dans l'absolu de l'autrefois, nous reconduisent vers l'autre côté du monde, qui est aussi l'envers du temps. » Il y a là une proximité avec ce que Quignard appelle le réel indicible. Le réel, lit-on dans Sur le jadis, est inintelligible, il tombe. Oui, il tombe comme Alice et il le fait avec elle. Et Quignard ajoute, le temps est imprévisible, il passe. Oui, comme le lapin blanc, et avec lui il passe. Mais de ce qui tombe et qui passe, quelque chose reste pourtant, puisque dans Sur le jadis on lit encore, ce qui s'est perdu éperdument rayonne encore. Comme celui du chat de Cheshire, qui demeure après que tout de lui se soit effacé, subsiste le scintillement d'un sourire dont personne ne saura jamais dire le sens. Alors bien sûr, il y a une formidable homonymie aléatoire qui a rendu possible la langue française et dont je ne vais pas me dispenser de faire usage. Homonymie qui est impossible dans d'autres langues, dans l'anglais avec son Once Upon a Time, ou dans le japonais où les contes commencent par cette formule également codée qui dit mukashi mukashi, c'est-à-dire autrefois, autrefois. Pour le français, à l'oreille, et c'est à l'oreille que s'adressent les contes, se confondent donc deux mots, pourtant parfaitement différents, foi et foies, qui désignent toute forme d'inscription lointaine ou répétée dans le temps, et foi et foi, qui dérive du latin fides et qui veut dire confiance ou croyance. Est-ce qu'il est légitime, dans le cadre d'une intervention philosophique, de jouer ainsi sur les mots et de profiter des fausses parentés qui existent entre eux pour laisser à croire que ces fausses parentés sonores induiraient des ressemblances en ce qui concerne le sens des termes mobilisés? On se rappelle que c'est tout l'enjeu de la célèbre querelle entre Alice et Humpty Dumpty dans l'autre des grands récits de Lewis Carroll, paru en 1872, et qui s'intitule « De l'autre côté du miroir ». Lorsque moi j'emploie un mot, réplique Humpty Dumpty, il signifie exactement ce qu'il me plaît qu'il signifie, ni plus ni moins.
La question d'Alice est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose que ce qu'ils veulent dire. La question, riposta Humpty Dumpty, est de savoir qui sera le maître, un point, c'est tout. Alors, comme il me reste encore 10 minutes, c'est-à-dire très peu de temps pour faire le maître, je vais profiter donc de cette opportunité pour faire comme si ces deux mots qui sont différents, en fait, n'en étaient qu'un seul. Comme si cette « il était une fois » nous introduisait dans la fiction d'une superstition qui installe avec elle tout l'impossible d'un monde enchanté. En quoi faut-il accepter d'avoir la foi pour s'en revenir vers l'île était une fois de l'enfance? À cette question, comme à toutes les questions, Lewis Carroll répond, et il le fait encore dans De l'autre côté du miroir. Il y a une formule magique qui existe et dont tout dépend, et il se trouve qu'il s'agit également de l'expression favorite d'Alice. Faisons semblant. Faisons semblant, dit soucieuse de correction la traduction française, afin de rendre le let's pretend du texte original. Mais les enfants, et c'est tant mieux, parlent une autre langue que celle des professeurs. Let's pretend, faisons semblant, disons plutôt on aurait dit. Parce que c'est cette formule-là que les enfants utilisent pour initier leur jeu. On aurait dit qu'on était des rois et des reines, des pirates et des indiens, des gendarmes et des voleurs, des papas et des mamans, bien d'autres choses encore, toutes plus extravagantes les unes que les autres. Il y a un grand écrivain français, il s'agit de Louis Aragon, qui d'ailleurs fut en son temps le traducteur de La chasse aux snarks, et qui commente dans l'un de ses derniers romans, intitulé La mise à mort, le début du livre de Lewis Carroll. Je voudrais citer longuement les remarques qu'Aragon consacre donc à cette formule du « let's pretend ». Aragon écrit « Alice demande au petit chat s'il sait jouer aux échecs. Levez donc vos superbes épaules. C'est par là qu'est introduite la grande leçon qui nous est donnée dans l'art du roman. Car tout ce livre inexplicable, il s'agit donc de l'autre côté du miroir, car tout ce livre inexplicable, affirme Aragon, n'est qu'un art romanesque. S'en est-on jamais avisé? Le romancier, c'est celui-là qui trouve naturel de demander au petit chat s'il joue aux échecs. Et tout aussitôt, C.L. Dodgson nous instruit d'une méthode de pensée qui est caractéristique d'Alice au pays des merveilles ou ailleurs. Elle dit, afin de s'égarer elle-même, « Let's pretend », prétendons, et peu importe quoi, c'est sur ce jeu que l'invention s'installe. Cette petite phrase, c'est toujours Aragon qui parle, pour peu qu'on l'écoute, est de plus d'importance pour l'art du roman que la remarque classique de Flaubert touchant Madame Bovary. Et il est vrai que pour ma part, entre Alice et Madame Bovary, mon choix est fait, au moins pour les prolongements vers l'avenir. Si je ne suis plus à l'âge de faire la conversation au petit chat, la question demeure toujours de traverser le miroir, de passer dans la maison de l'autre côté, c'est-à-dire d'entrer dans ce monde qui m'est interdit, ce monde toi. Let's pretend. Et je suis déjà au-delà des apparences, je suis déjà tout le reste, comme est la neige à la maison de ce côté-ci du miroir. Ainsi commence n'importe quel chapitre de ce roman, qui est l'amour de toi. Alors j'avais prévu ici d'insérer un développement plus savant et plus théorique, mais quitte à sacrifier quelque chose dans ce texte qui apparemment est trop long, je crois que c'est la partie la plus sérieuse que je vais laisser de côté. Je faisais allusion à un livre de Jean-Marie Schaeffer qui s'intitule « Pourquoi la fiction ?», qui est apparu en 1999, et dans lequel Schaeffer montre de manière tout à fait rigoureuse et convaincante que toutes les grandes formes de la création artistique remontent à ce qu'il appelle, usant d'un terme anglais, les make-believe de l'enfance. Et en conséquence, il y a comme une continuité qui conduit des tout premiers récits qu'on entend lorsqu'on est petit garçon ou petite fille, jusqu'à ces grands romans qui s'intitulent par exemple « À la recherche du temps perdu » de Proust ou « Finnegan's Wake » de Joyce, et qui, comme on l'a souvent fait remarquer, empruntent aussi la forme de modernes contes de fées. La fiction n'est pas la foi. Mon hypothèse serait qu'elle en constitue l'antidote. La fiction suscite la foi, puis elle la suppose, et enfin elle la suspend. Je fais semblant de croire. Par exemple, qu'il existe un monde étranger et qui ressemble aux parties au nôtre, un monde dont l'ouverture se situe sous le trou d'un terrier, ou de l'autre côté du miroir, dans lequel on célèbre les non-anniversaires, où des figures de cartes à jouer disputent des parties de croquet avant de chercher la victime émissaire qu'il leur plaira de décapiter, où les chats jouent aux échecs quand ils nous font la grâce de nous laisser autre chose que leur sourire. Je fais semblant, mais seulement semblant de le croire.
Je ne suis jamais entièrement dupe de la fable que j'ai moi-même fait naître, et en laquelle je dois accepter de placer toute créance le temps de la lecture. Fable à laquelle je n'accorde jamais la valeur définitive de vérité qu'on prête aux croyances religieuses ou au système philosophique.